Bonsoir amis lecteurs, amis lectrices, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'essai sur Alterférence. Et donc je vais faire un deuxième essai sur la troisième nouvelle qui m'a beaucoup plu sur l'histoire d'une tour, n'est-ce pas, d'anticipation, science-fiction, Exali. Donc je rappelle qu'on démarre à 3 en marque. Je pense que c'est un espèce de compteur pour faire avancer l'histoire. Donc, je ne vais pas relire l'ensemble des paragraphes, bien sûr, parce que sinon, j'y passerai trop de temps. Je vous reporte à la première vidéo si vous voulez connaître l'introduction, puisqu'on retrouve Exali qui se réveille dans cette fameuse tour qui apparemment abrite les derniers humains suite à l'extinction du soleil. On est envahi par des espèces de rêves avec un prince que l'on souhaite rejoindre. Je fais un court résumé de l'histoire. On peut discuter avec une mère décédée en se concentrant, c'est assez bizarre. J'ai rencontré dans un zoo le maître des animaux. J'ai refusé au dernier moment une espèce de rite d'initiation. Voilà, et puis mon dernier essai s'est soldé par la dissipation en poussière par la brigade de contrôle, puisque je me suis laissé avoir par quelqu'un qui avait l'air d'un rebelle, mais qui n'en était pas. Donc, on démarre au premier choix. Alors, je m'aperçois que j'ai pas de lumière. Voilà, excusez, c'est mieux. Et pour moi aussi. Alors, est-ce que je me dirige vers le réfectoire pour déjeuner ou je fais l'impasse sur le repas et je monte sur les remparts pour contempler le dehors, comme vous le faites parfois? Eh bien, je vais faire cet essai-là. Je vais contempler les remparts et je vais faire l'impasse sur le réfectoire qui ne m'avait rien apporté l'autre fois. Vous sortez de votre espace personnel pour entrer dans le petit séjour que vous partagez avec votre père. Sa porte est close, comme souvent. Il n'est pas rare qu'il passe la nuit dans le bureau de son laboratoire. Entre les deux pièces, il y a la chambre de votre mère, condamnée depuis son décès. L'ameublement des lieux, constitué d'un évier, d'une table, de 3 chaises et d'un canapé en métal souple, ne laisse aucune place à la fantaisie. En théorie, vous auriez dû emménager dans un logement plus petit, mais le comité d'attribution ne l'avait pas jugé utile. Vous en connaissez la raison. Ce n'est pas à cause du rang de votre père, un scientifique du 2e niveau, mais parce que depuis quelques siècles, la population de la tour ne cesse de décroître. Construite à l'origine pour abriter une communauté de 10 000 hommes et femmes, elle n'en compte à présent plus que la moitié. Vous pressez un bouton et la porte de l'appartement s'ouvre sur le corridor principal des quartiers d'habitation de l'étage. Ici, la plupart des logements sont encore occupés et vous connaissez presque tous vos voisins, qui vous voient comme une jeune fille discrète et sérieuse. Parmi eux, certains vous plaignent, privés comme ils vous croient de l'amour de votre mère. Ils ne peuvent pas savoir que vous ne l'avez jamais vraiment quittée. Vous marchez le long d'un couloir, à la propreté impeccable, jusqu'aux ascenseurs de la colonne de transfert. Puis vous entrez dans une cabine et demandez à haute voix l'étage 144. La machinerie démarre sans un bruit et presque instantanément, la porte se rouvre sur un large vestibule. 3 issues s'offrent à vous, l'une conduisant au rempart, proprement dit, l'autre à la plateforme d'observation et la dernière au jardin du toit. L'accès au rempart étant réservé aux militaires, vous choisissez la seconde et où un escalier roulant vous mène à l'étage supérieur. Et comme à chaque fois, le spectacle qui s'offre à vos yeux vous stupéfie par son incroyable et terrifiante démesure. Au-dessus de votre tête, et jusque sur les côtés, un vaste dôme transparent hémisphérique, large de plusieurs centaines de mètres, vous sépare d'un ciel de ténèbres ponctué d'étoiles. À l'est, l'immense globe écarlate du soleil se lève paresseusement sur un paysage désolé, stérile, éclairant faiblement les ruines et les rocailles d'une lueur rouge sang. Les autres points cardinaux sont encore plongés dans le noir. Vous approchez de la gigantesque paroi de verre. Elle n'en a pas l'air, mais vous savez qu'elle est épaisse de plusieurs dizaines de centimètres. Vous n'êtes pas seul en ce lieu, bien au contraire, de nombreuses personnes sont déjà là et d'autres arrivent encore. Vous reconnaissez parmi elles la chevelure rousse de votre amie Lianae.
Salut Xali, je ne savais pas que tu montais parfois ici. Salut Liana, ça m'arrive pas souvent, mais ce matin j'en ai eu envie, je ne sais pas pourquoi. Alors ne reviens pas avant un long moment, on pourrait te prendre pour... tu vois, j'ai entendu dire que les services de sécurité sont très actifs en ce moment. Les comportements qui sortent de l'ordinaire, ils appellent ça comme ça. Allez-vous lui demander des précisions ou laisser la conversation se poursuivre? Je vais lui demander des précisions. Est-ce que c'est bien utile? Non, je ne vais pas lui demander des précisions, on sait de quoi il parle. Je vais au 28. Et je laisse la conversation se poursuivre. Tu as raison, mais ce n'est pas vraiment nouveau. J'en sais quelque chose. Lianaï pâlit à ces mots. Bien sûr, ta maman, c'est affreux, tu sais. Xali, il n'avait pas le choix. Il y a de plus en plus de cas de mutation. Il paraît que c'est contagieux, ça me fait peur. Même si elles sont cruelles, des mesures strictes sont devenues indispensables. Là encore, tu as sûrement raison, mais je me demande parfois à quoi ça sert de se battre. Dites-vous en contemplant les hordes innombrables qui grouillent entre les rochers sur la plaine en contrebas. Tu es trop pessimiste. La tour possède de formidables défenses et l'énergie tellurique est presque inépuisable. Regarde par là comme les canonniers balayent leur légion. Oui, mais à chaque grand assaut, nos murailles s'affaiblissent un peu, même si c'est de façon presque imperceptible. À la base de la tour, le blindage est usé, creusé par les marques de griffes et de crocs. Sur le long terme, est-ce que nous avons vraiment une chance de vaincre? J'ai parfois l'impression que nous ne sommes que des fantômes d'une race déjà oubliée. Je n'aime pas quand tu parles comme ça. Peut-être qu'un jour, ceux de Mars reviendront nous sauver. Si leur colonie existe toujours, ceux du dehors sont peut-être là-bas aussi. Votre ami pose sa tête contre votre épaule en signe d'affection, ce qui ne manque pas de vous surprendre. Aurait-elle oublié que la dernière réforme des règles de vie déconseille fortement ce type de démonstration dans les zones publiques de la tour? Allez-vous la repousser gentiment ou accepter sans rien dire son témoignage d'amitié? Alors je vais la repousser gentiment parce que c'est plus prudent, d'après ce que je sais de ce monde sinistre. 142. Attention Liana, tu sais qu'on nous demande d'éviter les contacts physiques. Ce n'est pas contre toi évidemment, mais on pourrait nous dénoncer. Oui, bien sûr, tu as raison, c'est juste que... Zut, je n'arrive pas à m'y faire. Bon, de toute façon, c'est bientôt l'heure des cours. Tu viens? Allez-vous l'accompagner? Rendez-vous au 9 ou restez encore un petit moment? Je vais rester encore un petit moment. Plus par curiosité qu'autre chose. Vas-y, je te rejoindrai bientôt, dites-vous à votre ami avant de reporter votre attention sur les scènes à la fois fantastiques, effroyables et terribles qui se déroulent au pied de la tour. Car l'immense plaine stérile n'est pas pour autant déserte, loin de là. Où que porte votre regard pullulent les grogneurs, dont les cohortes s'assemblent et se séparent comme un vaste fluide vivant. Vous êtes trop haut et il fait trop sombre pour les voir avec clarté, si tant est que les distinguer individuellement ait un sens. Mais vous savez que leur aspect mêle hideusement des caractéristiques humaines et bestiales. Leurs troupes déferlent sans trêve à l'assaut de la tour, comme les vagues d'une mer maléfique, mue par ce qui semble être une seule et unique volonté. Les feux des canons les abattent impitoyablement, et pourtant toujours ils reviennent. Leurs corps calcinés s'accumulent contre le blindage, mais ils arrachent parfois, avant de mourir, quelques lambeaux de métal, ultime et insignifiant succès d'une existence dérisoire. Les grogneurs ne sont qu'une des nombreuses menaces qui viennent du dehors. Dans le ciel s'élèvent régulièrement des nuées si denses qu'elles obscurcissent le ciel et occultent les étoiles. Ce sont les hurleurs qui s'abattent sur les remparts et tentent inlassablement de briser les canons, en dépit des champs électriques qui les repoussent et les détruisent à chaque fois. Il y a aussi les géants qui entretiennent les puits d'enfer et projettent des blocs de pierre contre les murailles, et les êtres silencieux qui habitent la maison du repos et tuent d'un simple regard. On pourrait encore citer les titans, ou plutôt le titan,
puisqu'à ce jour, un seul d'entre eux s'est attaqué à la tour, il y a de ça plusieurs centaines d'années. Cela avait dû être un effroyable spectacle de le voir émerger des profondeurs de l'obscurité éternelle du sud, son horrible tête culminant presque à la hauteur du dôme. La puissance cumulée des canons l'avait anéanti, même s'il avait fallu pour ça mobiliser toute l'énergie des réacteurs. Ces restes monumentaux étaient tombés sur les ruines de l'ancienne ville en un fracas terrifiant, et une étrange végétation tentaculaire s'y développait depuis, croissant et s'étendant sans cesse. Dans un premier temps, on lui avait prêté peu d'attention, jusqu'à ce qu'on remarque que sa progression se faisait surtout en direction du nord, comme le Titan avant elle. On avait alors découvert qu'une faune hideuse de créatures insectoïdes, dévoreuses de métal, s'y cachait. Jamais encore elle ne s'en était prise à la tour, mais pour beaucoup ce n'était qu'une question de temps. La troisième sonnerie retentit, vous arrachant à votre contemplation. Vous avez déjà trop tardé, le moment est venu de vous rendre en cours. À l'instant où vous vous détournez de la paroi de verre, vous remarquez quelque chose d'inhabituel à la limite inférieure du dôme, quelque chose qui ressemble à une tête velue. Si vous désirez savoir de quoi il s'agit, 164, sinon, pour ne pas perdre de temps, le 83. Je veux bien entendu savoir de quoi il s'agit. 164. Cette gueule de fauve aux canines prédominantes, ces longues ailes noires et membraneuses pourvues de griffes, vous n'en croyez pas vos yeux. Vous avez affaire à un hurleur, pardon. Comment cette créature a-t-elle fait pour traverser les champs électriques qui protègent le sommet de la tour? Et pourquoi s'est-elle posée là, au risque d'être découverte, alors qu'elle aurait eu la possibilité de s'attaquer au canon? Oui, vous avez la curieuse impression qu'elle est ici pour vous. Et s'il s'agissait d'un messager, de la part de votre prince, si vous vous rapprochez d'elle, rendez-vous au 102. Si vous prévenez immédiatement la sécurité, 68. Je vais aller au 102. Comment communiquer avec un être à ce point différent de vous, qui plus est à travers une paroi de verre si épaisse? C'est la question que vous vous posez en vous dirigeant vers lui. La première chose que vous constatez, c'est que le hurleur est loin d'avoir été épargné par les champs électriques, comme vous l'avez cru au premier abord. Par endroits, son pelage est clairsemé, roussi, et votre visage se tord en une grimace de dégoût en constatant qu'il lui manque toute la partie inférieure du corps à partir de l'abdomen. Cependant, la vie ne l'a pas encore quitté, à en croire l'étincelle qui brille dans les trois paires d'yeux de sa tête de loup. Visiblement conscient de votre présence, il se met à agiter l'une de ses ailes de manière répétée. Vous retenez votre souffle, craignant que ces mouvements n'attirent l'attention. Si vous tentez de comprendre ce qu'il essaie de vous dire, rendez-vous au 31. Si vous considérez que vous avez déjà pris trop de risques, rendez-vous au 152. Au point où j'en suis, je vais au 31. Tandis que vous observez le manège de la créature, le temps semble se figer. De toute évidence, sa vie est sur le point de toucher à son terme, mais elle paraît vouloir vous faire passer un message avant de mourir, et vous finissez par comprendre que ces mouvements frénétiques n'ont d'autre but que de vous indiquer une direction. Vos yeux se tournent vers la chaîne de montagnes qui occulte l'horizon du nord-ouest, à cette heure encore plongée dans les ténèbres. J'aurais dû m'y attendre, songez-vous alors, envahi par le doute, car l'endroit désigné par le hurleur n'est autre qu'un des lieux les plus mystérieux des environs de la tour, et possédant aussi l'une des pires réputations, la maison du repos. Il s'agit d'une antique demeure de style victorien, bâtie tout en corniches, pignons, colonnes et arcades, agrémentée de terrasses et de toits pointus. De taille infiniment modeste, comparée à la tour, elle n'en dégage pas moins un sentiment d'inquiétante et majestueuse grandeur, autant par l'évidence de son ancienneté que par son impossible état de conservation. Son nom lui a été donné il y a longtemps, pour la simple raison qu'aucun bruit détectable par les audioscopes ne s'en échappe jamais, même le vent qui souffle sur ses ardoises ne produit pas le moindre son.
Les échos des radars ne renvoient que du vide. Elle est pourtant bien là, il n'y a qu'à ouvrir les yeux pour s'en convaincre. Et on y vit aussi. Votre attention se focalise soudain sur l'une des plus hautes fenêtres d'une des plus hautes tourelles de la maison. Est-ce une lumière que vous voyez briller à l'intérieur? Une flamme vibrant et oscillant d'une manière curieusement ordonnée, évoquant un morse rapide, comme si elle était porteuse d'une multitude d'informations? Impossible, cependant, d'y déceler un sens. Vous avez l'impression que le message, s'il existe, est destiné directement à votre inconscient ou à quelque chose d'étranger qui s'y cache, attendant son heure. Notez le code M1, ce que je fais immédiatement. Vous secouez la tête, émergeant avec rudesse de votre rêve, éveillé. Le hurleur agonisant est bien là, de l'autre côté du dôme, de même que la maison du repos est visible sur son promontoire rocheux. Mais aucune clarté n'illumine ces fenêtres obscures. Que vient-il de se passer exactement? Vous n'en avez pas la moindre idée. Une chose est certaine, néanmoins, il est devenu plus urgent de vous rendre en cours, sans quoi vous allez finir par vous faire repérer. Si vous faites le choix de vous mêler discrètement à la foule qui déserte peu à peu la plateforme d'observation, rendez-vous au 152. Si vous préférez trahir à haute voix la présence du hurleur, rendez-vous au 29. Je vais trahir à haute voix la présence du hurleur, il est quasi mort, donc autant l'achever, ça sera déjà plus humain et on va faire semblant de rentrer dans le jeu. Donc je vais à 29. Vous vous retournez vers la foule en criant. Là, derrière la paloie, il y a un monstre, un hurleur. Toutes les personnes alentour pivotent dans votre direction et poussent comme en écho des exclamations horrifiées. 2 sécuritaires en faction à court, les armes au poing. L'un d'entre eux porte son communicateur à ses lèvres et dit « Ici, unité 611 B83, on a un problème au rempart, oui sur le dôme. Il va falloir envoyer une équipe extérieure. » Puis s'adressant à vous. « C'est bon, tu peux partir maintenant, on va s'en occuper. » Tandis que vous vous dirigez vers l'escalier le plus proche, vous découvrez qu'un homme chauve à lunettes vous observe avec un air mauvais, comme s'il nourrissait des soupçons à votre encontre. Mal à l'aise, vous vous dépêchez de quitter les lieux. Ajoutez 2 points à la marque et rendez-vous au 9. Donc je passe à 5. Vous rejoignez l'amphithéâtre juste avant le début du cours. L'enseignement de la matinée, consacré une nouvelle fois aux différents types de mutations, physiques, psychiques ou mixtes, et aux divers signes permettant d'identifier les sujets atteints, ne parvient pas à retenir votre attention. Votre regard se pose dans l'immense salle familière, se posant sur les visages de vos camarades, sans s'y attarder, comme s'ils faisaient déjà partie du passé. Il vous semble vaguement que vous aimeriez écouter, que d'une certaine façon cela vous concerne, mais les souvenirs humides de vos rêves de la nuit dernière s'invitent sans cesse dans votre esprit. Les seuls moments où vos visions vous laissent en paix sont ceux où vous songez à la meilleure façon de quitter la tour. Franchir les portes de la Guérite Sud vous paraît être la solution privilégiée, la seule sérieusement envisageable en fait. À chaque cycle, aux alentours du solstice d'été, les attaques de ceux du dehors cessent inexplicablement. Ce répit est mis à profit par les militaires pour aller inspecter et réparer les dégâts des fortifications dans la mesure du possible. Vous savez que l'accès à cette guérite est contrôlé par un code qui change tous les 10 jours et aussi qu'une clé magnétique de premier niveau est nécessaire à l'ouverture de la porte intérieure. Reste à trouver un moyen de vous les procurer. Vous sentez sans pouvoir expliquer comment que rôder du côté de la guérite vous permettrait peut-être d'obtenir le code. Vous avez également appris que le père de l'un de vos camarades de cours, prénommé Vétias, est un militaire du premier niveau. Il possède probablement un exemplaire de la clé. La 4e sonnerie indique soudain l'heure de la pause. Si vous désirez prendre conseil auprès de votre mère, rendez-vous au 117. Sinon, vous pouvez vous mettre en quête du code ou de la clé. Donc là, je vais commencer par la clé. En 81. Vous regardez autour de vous à la recherche de Vétias, le jeune homme par l'intermédiaire duquel vous pensez obtenir la clé. Le voilà justement entouré de sa bande d'amis habituels.
Leurs manières bruyantes et grossières vous ont toujours déplu, et vous ne leur avez que rarement parlé. Mais la nécessité fait loi. C'est en arborant votre plus beau sourire que vous vous dirigez vers eux. En vous voyant approcher, l'un des acolytes de Vessias le tire par le bras et vous désigne du doigt avec impolitesse, un rictus idiot sur les lèvres. Vessias se retourne vers vous, force est de le reconnaître un certain charme physique en dépit de son insupportable arrogance. « Je peux te parler en privé ?» lui demandez-vous en ignorant ostensiblement les autres membres du groupe. L'un d'entre eux s'esclaffe, mais Vessias le fait taire d'une bourrade dans l'épaule. « Bien sûr, ma belle, à ton service, vous répond-il en vous entraînant à l'écart. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Voilà, commencez-vous en feignant la timidité. Tous les deux, nous suivons les mêmes cours depuis l'année dernière, mais on ne se connaît pas très bien. Je me disais que ça pourrait être agréable de remédier à ça. Les yeux de Vessias s'écarquillent de surprise, mais se reprend rapidement. Oui, tu as raison, bien sûr, on devrait se rapprocher un peu. Se rapprocher, voilà, c'est exactement ce que je me disais. Et si tout se passe bien, peut-être qu'on pourrait approfondir notre relation. Suggérez-vous en relevant lentement votre regard pour le planter dans le sien. Face à la transparence de votre allusion, Vessias déglutit avec peine. Oh, comme vous lisez facilement en lui. Oh, comme les hommes sont faciles à manipuler. Et tes parents, ils sont d'accord ? J'ai demandé à ma mère, elle n'y voit aucune objection. Vessias déglutit de nouveau, puis répond « Et comment veux-tu, enfin je veux dire, où vous faites mine de réfléchir. Il faudrait un endroit qui soit libre le soir, où on serait sûr de ne pas être dérangé. Tu as une idée ? Chez moi, après le repas, mes parents passent toute leur soirée au club des officiers. On serait tranquille pour faire ce que tu veux. Ils ne rentrent jamais avant la 11e sonnerie. Je ne sais pas, minaudez-vous en jouant avec la fermeture éclair de votre combinaison. Et si tes parents nous surprenaient par malchance, tu n'aurais pas une autre idée ? Oui, tu as raison. Il y a l'étage 143. L'accès de maintenance au canon des remparts. L'endroit est presque toujours désert et je peux avoir la clé pour nous y rendre. La clé, il peut avoir la clé. Encore faut-il trouver un moyen de la lui arracher. Parfait, alors on fait comme ça. D'accord, quand ? Vite, j'ai trop hâte, susurrez-vous en faisant glisser votre index sur sa poitrine. Notez le code D. Si vous avez le code J2, rendez-vous au 128. Sinon, 2 possibilités s'offrent à vous. Si vous faites le choix de vous retrouver le soir même, rendez-vous au 107. Si vous préférez attendre le lendemain, rendez-vous au 14. Je vais pas perdre de temps et je vais au 107. Notez le code DX. Enfermé dans votre chambre, vous attendez nerveusement que retentisse la 11e et dernière sonnerie de la journée. Lorsque ce moment arrive enfin, vous empruntez la colonne de transfert jusqu'au 143e étage, le lieu de votre rendez-vous avec Vessias, en espérant ne pas croiser de sécuritaire. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Votre camarade est là, dans le hall. Se croyant sans doute irrésistible, il vous accueille en affichant son habituelle moue complaisante. Vous réprimez un haut-le-cœur. Vous songez un instant à vos rêves de petite fille, le grand amour, un beau mariage, des enfants. L'amour, vous l'avez trouvé auprès de votre prince, quoiqu'une étrange façon. Le mariage aura lieu en grande pompe dès votre arrivée en son palais. Quant aux enfants, si un jour il doit y en avoir, un frisson subit vous parcourt l'échine. Eh bien, il faut vous attendre à ce qu'ils ressemblent au moins un peu à leur père. Tu auras des enfants, de nombreux enfants, ils te rempliront de fierté. Tu auras une belle famille grouillante autour de toi. Vous regardez la pièce. Vous êtes à un étage technique dépourvu de l'habillage rutilant des quartiers d'habitation, comme en témoignent les nombreux câbles et conduits qui se rejoignent, se croisent et se séparent autour de vous et au-dessus de votre tête. Hormis la colonne de transfert, la seule issue visible est une porte marquée d'une bande rouge transversale qui indique le plus haut niveau de sécurité. On va pouvoir entrer ? Demandez-vous ? Oui, j'ai la clé qu'il faut, je l'ai prise à mon père.
Vous répond Vésias en exhibant une petite carte magnétique ornée elle aussi d'une bande rouge. La clé, enfin à ma portée. Garde ton calme, il s'agit de ne pas la laisser s'échapper. Ne t'en fais pas pour ça. Vésias pivote vers le sas et glisse sa carte dans une sorte de serrure allongée. La porte s'ouvre. Si vous avez un éperon ionique et que vous êtes prête à vous en servir, rendez-vous au 70. Sinon, rendez-vous au 49. Je n'ai pas l'éperon ionique, c'est une catastrophe. 49. Alors peut-être que j'aurais dû attendre le lendemain en fait. Le jeune homme se retourne vers vous en agitant sa carte avec gaieté. Ce n'est pas la clé du paradis, mais presque. Vous vous forcez à sourire et à lui emboîter le pas. À l'intérieur du sas, dans une sorte de couloir étroit où l'enchevêtrement de câbles et de conduits est plus impressionnant encore que dans le hall, Régulièrement espacées, les échelles s'enfoncent dans le plafond. Vous devinez qu'elles mènent à la machinerie des canons sur les remparts, à l'étage supérieur. Tu sais où tu nous emmènes au moins ? Oui, il y a une salle de repos pour les techniciens, un peu plus loin. Vous le suivez en silence jusqu'à arriver devant une porte à ouverture manuelle percée dans une cloison. Et nous avons une illustration. Le jeune homme se retourne vers vous en agitant sa carte avec gaieté. C'est là, vous dit Vésias. La pièce, relativement exiguë, comporte pour tout mobilier une table et quelques chaises. En affichant une assurance que vous ne ressentez absolument pas, vous vous dirigez vers la table et commencez à vous déshabiller. En voyant cela, Vésias pâlit. « Et tu sais qu'il faut éteindre la lumière » s'exclame-t-il en appuyant précisément sur l'interrupteur. L'obscurité envahit la pièce, dissimulant fort à propos votre sourire. Vous vous attendiez à un tel comportement de sa part, puisque selon les scientifiques, l'exposition à toute forme d'érotisme augmenterait sensiblement le risque de déviance. À en croire le bruit qu'il fait, Vésias est lui aussi en train d'ôter sa combinaison. Allez-vous profiter des ténèbres pour agir ou vous laisser faire ? Je vais profiter des ténèbres pour agir, bien sûr. Vous vous emparez d'une chaise à tâtons, puis vous avancez en silence jusqu'aux abords de l'endroit où se tenait Vésias avant d'éteindre la lumière. Vous la levez en l'air, la battez de toutes vos forces. Un choc sourd se fait entendre, suivi d'un cri mêlant surprise, douleur et colère. « Qu'est-ce que... Loupé, je l'ai loupé !» Un coup de poing asséné à l'aveugle vous percute à l'épaule, ce qui vous oblige à lâcher votre arme improvisée. Allez-vous repousser votre adversaire d'un coup de pied ou reprendre la chaise au plus vite et frapper de nouveau ? Je vais frapper mon adversaire d'un coup de pied. Je n'ai pas le temps de reprendre la chaise, je suppose. Je vais en 21. Votre riposte atteint le jeune homme sans produire l'effet espéré, et vous comprenez un peu tard que vous aurez du mal à prendre physiquement le dessus. Vous tentez de ramasser la chaise, mais Vésias possède à présent une idée assez claire de l'endroit où vous êtes. Il se jette sur vous en poussant un cri de rage et vous fait tomber en arrière, vous écrasant sous son poids. Puis il saisit votre canne entre ses mains et le frappe à répétition contre le sol métallique. Vous essayez de vous défendre, mais vos efforts désespérés ne mènent à rien. Une tendre inconscience s'empare bientôt de vous. La mort ne tardera pas à suivre, vous rendant votre liberté. Eh bien, c'est encore un échec. Je savais que j'aurais dû plutôt y aller le lendemain avec Vésias, et surtout, il me faudra une arme. Je pense que c'est clair. Voilà, s'achève ce deuxième essai donc, de cette brillante nouvelle, ma foi, hein, il faut bien dire, c'est très très bien écrit, de Frédéric Bouix, peut-être plutôt. Vraiment, vraiment très très bon. Et je ne sais toujours pas où je vais, mais ce qui est certain, c'est que j'ai envie d'y aller. Je vous donne rendez-vous pour le troisième essai. À ciao, bonsoir.